bonjour à tous, madame, monsieur. Merci d'être des nôtres encore ce matin. C'est la revue Les Grandes Unes avec déjà nos invités qui vont commenter, analyser, même décrypter l'actualité ce matin, telle que traitée par la presse. La nouvelle expression parle de crise anglophone avec les chefs religieux qui se prononcent. Donc, c'était le grand titre du journal. Monseigneur Samuel Keda, président de la conférence épiscopale nationale du Cameroun, Cheikh Oumarou Malam et bien d'autres aussi qui sont mis ensemble pour prêcher pour la paix. C'est d'ailleurs le grand titre du journal ce matin. Le journal s'intéresse aussi à autre chose, parlant de la communication de campagne. L'opposition menace de boycotter la CRTV. Dans un communiqué rendu public, les représentants des différents candidats donc de l'opposition accusent la chaîne publique de couvrir plus des activités du RDPC que celles des concurrents de Paul Biya. C'est à lire en page 2 de ce numéro. Le journal s'intéresse également à la ville de Douala avec le meeting de Camara Libi interdit, un signal qui inquiète d'ailleurs, bien entendu, certains acteurs et même les chefs de terre qui donnent bien entendu aux candidats la possibilité de pouvoir s'exprimer d'une autre façon. C'est également l'autre article à lire en page 5 de ce matin. Le journal parle également du 7 octobre 2018 avec les présidentiables qui sont donc interpellés sur certains points. D'ailleurs, le comité citoyen pour la transparence électorale les appelle à adhérer à l'offre de dialogue du cardinal Christian Toumi à propos notamment de la crise anglophone. C'est dans le journal en page 2 ce matin. Le journal Info Matin parle donc de la période précise 2011-2018. Paul Biya gagne le pari de l'eau et de l'électricité. C'est là le dossier à lire dans le journal ce matin, de la page 5 à la page 8. D'autres informations parlant notamment des liens notables. On parle de la Fédération camerounaise de football qui réhabilite donc Clinton Dié. C'est en page 9 de ce numéro disponible dans les kiosques également ce matin. À lire aussi dans les kiosques, parmi les tabloïds, il y a la météo qui s'intéresse aux infrastructures judiciaires. Laurent Esso sur le terrain des grands chantiers. Le garde des Sceaux a fait le tour de quelques chantiers également, mais demande donc aux entrepreneurs de pouvoir respecter les délais afin que tout soit à jour le jour dit. C'est ce que dit le journal en page 4 de ce numéro disponible dans les kiosques ce matin, qui parle également du master en administration publique de l'ENAP, donc délocalisé, qui sera également contextualisé aussi. C'est à lire dans le dossier proposé par le journal disponible. Le quotidien de l'économie qui est dans les kiosques parle de monnaie, voie d'émancipation du franc CFA dans une note d'une trentaine de pays, de haut de page. Voilà, Dominique Strauss-Kahn est revenu sur la présentation de quelques faits et même des analyses aussi sur la situation de la zone franc et également fait des propositions aussi importantes dans le cadre de la réforme du franc CFA en Afrique précisément. C'est à découvrir dans le journal Le Quotidien de l'économie de ce matin. Le journal parle également du secteur public avec le FECOM qui continue toujours d'affirmer et également de soutenir certaines structures et même des grands projets aussi, ou tout au moins engagés par les communes qui sont également à découvrir, aussi des informations à lire dans le journal. Le quotidien Le Jour parle donc des candidats qui refusent l'argent de la campagne. Maurice Kamto, Serge Espoir Matomba et Franklin Difford n'ont pas perçu les 15 millions de francs CFA qui leur ont été donc proposés par le MINAT, bien entendu. Le journal dit tout cela en page 4. Le journal parle également de la crise anglophone, un autre cri des leaders religieux pour la paix au Cameroun. C'est dans le journal Le Quotidien Bleu, comme on l'appelle, c'est Le Jour. Mutation s'intéresse à la présidentielle 2018, parlant notamment des premiers sujets de contentieux électoral, avec notamment l'argent et même l'agitation également observée au sein des partis politiques de l'opposition, qui parlent beaucoup plus du temps d'antenne qui ne leur est pas accordé, en tout cas au niveau de la CRTV, et s'intéresse également à tout cela et pense qu'il faut boycotter cette chaîne de l'État. Donc, pour dire qu'il y a également des interdictions aussi de meetings qui sont aussi à jour dans le quotidien, dans le dossier proposé par le journal Mutation de ce matin, parlant de cette interdiction du meeting d'un candidat à Douala par un sous-préfet qui provoque notamment aussi des controverses au sein de l'opinion. C'est dans le journal disponible. On parle aussi d'autres personnalités également du ministère des Finances avec le redéploiement en 11 ans après la situation financière et même du personnel de l'État. C'est également l'autre dossier à lire dans le journal Mutation disponible dans les kiosques ce matin. Le Cameroun Tribune continue sa série 2011-2018. Le Cameroun avance
dans le cadre de l'emploi et de la formation professionnelle et parle plutôt d'embellie, également avec une image de ces jeunes qui se battent en tout cas à mettre sur pied donc un meuble. C'est ce qu'on peut découvrir également dans le journal ce matin. C'est tout un dossier de la page 4 à la page 7 et d'autres informations aussi que je vous invite à lire ce matin. Le journal Émergence, le quotidien bilingue privé qui est également disponible, parle du financement de la campagne électorale. L'opposition se déchire au sujet de l'acceptation des fonds proposés par l'État. C'est ce que dit le journal. C'est à lire donc en page 3 de ce journal. Le journal parle également de la Fédération camerounaise de football vers la fin de la normalisation. Pourtant, on annonce également que le report, en tout cas, de cette élection pourrait avoir lieu au niveau de la normalisation véritablement. Et aussi, on attendra tout cela, on attendra encore, selon le ministère des Sports et de l'Éducation physique. C'est à découvrir dans le journal Émergence, disponible ce matin dans les kiosques. Voilà ce que la presse nous propose, ce que nous avons reçu à notre rédaction. Et sur ce plateau, Éric Massem, bonjour. Bonjour à vous et bonjour à tous les téléspectateurs. Merci d'être avec nous. Et également avec vous, Guy Fonga, bonjour. Bonjour Flavien et bonjour aux nombreux téléspectateurs qui chaque jour un peu plus prennent du plaisir à regarder les unes qualitatives qui paraissent au Cameroun. Ça s'explique davantage avec l'échéance électorale qui arrive dans quelques jours. La campagne sera officiellement lancée et annoncée. Donc on comprend très bien l'engouement avec lequel les téléspectateurs prennent du plaisir à regarder cette revue des unes qualitatives qui paraissent au Cameroun. Très bien. Alors, et notamment ces unes sont également disponibles si vous faites un tour dans les kiosques. La nouvelle expression parle donc de la crise anglophone, avec les chefs religieux qui se prononcent sur cette question. Ils sont nombreux, qui sont réunis, pasteurs, évêques et autres, en tout cas, je voudrais dire, prêtres, pour essayer de voir dans quelle mesure la paix peut revenir au Cameroun avant, pendant et après le scrutin. Bon, c'est vrai que ce n'est pas la première initiative dans ce sens. Si l'on remonte quelque peu le temps, il y a de cela quelques semaines, les initiateurs du All Anglophone Conference étaient tout aussi des chefs religieux avec en tête de file le cardinal Christian Toumi. On sait aussi que depuis le début de cette crise et même avant véritablement l'enlisement, les leaders religieux se sont maintes fois et toujours prononcés. C'est vrai que les discours sont toujours allés dans le sens de la paix. Et une fois encore, le fin mot, c'est la préservation de la paix, l'idéal de paix. Les initiatives sont multiples, voilà. En tout cas, qui vont dans le même sens. Multiples, les communautés, des leaders religieux, pas forcément des leaders religieux, voilà. Pas seul, je reste sur le titre de la nouvelle expression, des leaders religieux. Il y a eu ce type d'initiative depuis le début de la crise anglophone. L'enlisement a provoqué plusieurs sorties de ces leaders religieux, des églises chrétiennes, des communautés musulmanes. Et il y a eu plusieurs sorties, mais toutes allant dans le sens de la paix. Mais ce qu'on retient aussi, c'est que malheureusement, tout cela, ou tout ce que disent ces leaders religieux semble difficilement passer, puisque malgré la multiplication des sorties, malgré la multiplication d'initiatives allant dans ce sens, rien ne bouge dans le sens de l'apaisement sur le terrain. Très bien. La paix, c'est un élément aussi important et nécessaire en ce moment qui est recherché par plusieurs communautés. On voit bien que les hommes d'église, les prélats, qui se mettent encore ensemble pour rechercher ce précieux élément. Non, il faut dire que la paix, c'est un élément indispensable et vital qui permettra que le vivre ensemble et la cohésion sociale peut être traduite dans les faits, et les religieux sont dans leur rôle d'appeler cette paix de tous leurs voeux, parce qu'aujourd'hui il y a une rhétorique et une apologie de la violence qui est développée par une certaine presse de manière quotidienne, et quelques membres de la société civile également s'y prêtent. Certains candidats à la présidentielle s'y prêtent, parce qu'on a vu les candidats à la présidentielle célébrer des gens qui appellent au meurtre de nos hommes en tenue. Je parle de Patrice Ngannou. On l'a vu citer un exemple par certains candidats à l'élection présidentielle. Donc, de ce point de vue, on peut légitimement comprendre cette attitude des religieux, et ça va au-delà de l'Église catholique, parce que, rappelez-vous, il y a quelques temps, on célébrait la fête du Ramadan, du mouton. Vous avez vu comment le chorus qu'il y a eu autour de tous les discours des imams qu'on a suivi, qui étaient toujours autour de la paix. Ils appelaient pour la plupart un retour au calme et à la paix. Ils voulaient tous que les armes cessent de crépiter. Et donc, c'est vraiment les religieux
Est-ce que toutes religions confondues sont dans leur rôle d'appeler à un retour. Lorsqu'on parcourt l'article de la nouvelle expression, on peut comprendre qu'il y a un reflet de cette paix qui se dégage à partir des textes, à partir du traitement. Oui, on peut le dire, on peut le dire, même si on n'est pas très d'accord avec le parti pris du reporter qui a commis l'article. Souvenez-vous que au lendemain de l'appel de la Hall Conférence du cardinal Toumi dans le sud-ouest, il y a 2 prêtres qui ont été assassinés. Ce n'est pas banal, ce n'est pas anodin, c'est un signal fort que les ambassadeurs envoyaient aux autorités, et donc il y a comme une sorte de dissonance entre ce qui est réellement voulu par les autorités, ce que veulent les populations, eux qui eux-mêmes sont pris en otage par un groupuscule d'individus. De ce point de vue, on peut regretter le fait que cette conférence n'ait jamais eu lieu et qu'elle soit été renvoyée pour l'après-présidentielle. Peut-être qu'elle aurait peut-être apaisé davantage les tensions et qu'on aurait... C'est pas le sentiment que j'ai. Et qu'on aurait probablement assisté à une élection plus pacifiée, plus sereine dans ces zones-là. Mais malgré cette élection, justement de la présidentielle, elle a été renvoyée. Un article qui parle de ce rendez-vous du 7 octobre qui fait savoir que les présidentiables interpellés sur cette question invitent les uns et les autres à s'associer à l'initiative du cardinal Christian Toumi. Oui, on peut le dire, mais là, personnellement, je pense qu'on reste dans l'escarcelle des discours. On est loin des actions, on est loin de voir ces discours avoir un impact certain sur le terrain, parce que malheureusement, au-delà des initiatives, au-delà de tout ce qui est dit, les armes crépitent de plus en plus sur le terrain. Les enlèvements se multiplient. C'est chaque fois qu'il y a eu une annonce, dans le sens de la paix, il y a eu des exactions. Guy avait parlé tout à l'heure de dissonance entre ces discours et ce qui se passe effectivement et la réalité. J'ai envie de vous poser aussi la question, que peuvent faire ces présidentiables relativement à la situation? Pas grand-chose. Et qui doivent aller tenir les discours pendant la campagne, de toute façon. Voilà, pour ceux qui auront assez de courage pour pouvoir s'y rendre. Ce qu'ils peuvent faire, au-delà d'empêcher que les armes continuent à crépiter, ils peuvent de manière formelle dénoncer et condamner cette attitude que d'estimer, que de penser pouvoir faire de la récupération de cette crise anglophone pour pouvoir battre le candidat. Je pense que il y a comme une impression, mais je veux dire qu'ils sont tous condamnés de manière ferme. Dire qu'ils ne condamnent pas, qu'il y en a qui célèbrent des gens qui appellent au meurtre les hommes en tenue. Je ne sais pas s'il y a un candidat, je ne sais pas s'il y a un candidat dans le fait, parce que à l'écoute de l'ensemble des candidats, je pense que ce qui est fait jusqu'ici, je ne sais pas, ou j'ai pas encore entendu un candidat faire l'apologie de la violence qui se passe dans ces régions. Ce qu'ils font tous, c'est appeler les belligérants à déposer les armes, c'est appeler à la paix, c'est s'inquiéter pour les populations qui sont prises en otage entre deux feux, d'un côté les sécessionnistes, de l'autre l'armée. Donc c'est ces multiples appels qui malheureusement, je le répète encore, n'ont aucun impact sur la situation sur le terrain. Très bien. Alors, que dit le quotidien de jour à côté de ce qui a déjà été dit dans la nouvelle expression, parlant notamment de ce 7 octobre 2018 avec les présidentiables interpellés sur cette question, c'est-à-dire accompagner le cardinal Christian Toumi dans son opération, et aussi cette crise, les chefs religieux qui se prononcent sur la crise anglophone. Alors, le quotidien de jour de ce matin parle des candidats qui refusent l'argent de la campagne. Ça se comprend. Des candidats qui refusent l'argent de la campagne, la cagnotte ou alors la caution a augmenté. On a parlé d'un budget qui avait été préparé en début d'année, en tout cas pour combien d'élections on s'attendait à organiser les législatives, les municipales, les sénatoriales et la présidentielle. D'aucuns même spéculaient sur les régionales. Donc un budget conséquent qui avait été préparé pour cela. Le nombre de candidats qui a été réduit, la caution, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui a augmenté, tout cela mis ensemble peut pousser à comprendre la réaction de ces candidats qui refusent de prendre ces 15 millions. Qu'est-ce que ça représente véritablement dans la campagne électorale? Pourquoi c'est une interrogation. Pourquoi n'est-on pas arrivé à définir clairement qui n'attendaient forcément pas cet argent pour pouvoir aller
en compétition. C'est statutaire, c'est prévu. C'est pas qu'ils attendaient forcément, mais c'est pour accompagner, c'est pour soutenir les actions quand même. C'est pour accompagner, mais ça semble être, en tout cas, c'est très inéquitable, c'est même minable à la limite pour des candidats qui doivent sillonner l'ensemble du pays, qui ont engagé déjà pas mal de fonds pour la campagne à l'étranger. C'est vrai que ça ne devait ou ça ne doit représenter qu'une infime partie. Et vous comprenez, ça ne représente tellement rien que vous voyez des candidats qui vous disent voilà, nous on ne peut pas se contenter de prendre une telle somme, 15 millions de francs CFA, c'est-à-dire la moitié de la caution. C'est bien ridicule. Il y a certains qui ont pris et qui n'ont pas hésité en tout cas à prendre. Ils savent quand même que ça porte en plus à ce qu'ils ont à faire. Et si le quotidien de jour parle de ces candidats qui refusent l'argent de la campagne, il y a Mutation qui dit déjà que ce sont les premiers sujets de contentieux électoral. Oui, évidemment, c'est le premier sujet. Eric Marchal a dit que c'est prévu par le code électoral que chaque candidat percevra un montant avant le lancement de la campagne qui aura lieu samedi. Alors, chaque candidat devrait, on va le dire, percevoir au minimum 30 millions de francs, au moins pour démarrer cette campagne-là. Le budget de cette campagne a voisiné 1 milliard de francs, donc donner 15 millions aux gens. Un budget moyen. Moyen, donc 15 millions c'est totalement une insulte. Et comme à la coutume, le RDP se taille la part du lion. Et c'est une inéquité qui n'est pas de nature à permettre aux candidats d'aller sereinement. Je crois que ce sont tous les partis politiques qui prennent le même montant. Aux élections, oui, sauf que il y a le président sortant qui est candidat, qui évidemment continue à utiliser les moyens de l'État pour battre campagne, ce qui n'est pas malheureusement le cas pour les autres candidats qui n'ont pas les mêmes moyens de l'État pour se déployer sur le terrain. Et c'est véritable. Et quand on sait qu'on a réduit de manière constante le nombre de candidats, donc on s'attendait de manière légitime à ce que la cagnotte soit un peu plus consistante. Et qu'on a enlevé un certain nombre d'élections aussi. Donc de manière naturelle, le montant aurait été plus conséquent. Et moi j'ai envie de, pourquoi ne pas le dire, vous avez des candidats qui n'ont pas pris l'argent, effectivement le jour l'a dit, et pourquoi ne pas le rappeler ici. Moi j'étais agréablement surpris de voir qu'un des plus jeunes candidats, Jesper Matoma, qui est au Cameroun, qui est là, qui dernière nouvelle à Yaoundé, puisqu'il tenait une conférence de presse hier, n'est pas allé prendre cet argent. Pour moi, c'est un signal fort qu'il envoie. Ça veut dire que quoi qu'on dise, il y a quand même des gens dans cette élection qui sont préparés à aller à cette campagne. Bon, pour les autres, on comprenait qu'ils étaient à l'étranger, qu'ils étaient loin. Mais voilà un candidat présent. Voilà un candidat présent qui n'est pas allé décaisser cet argent. Pour moi, c'est louable et c'est à féliciter, c'est à encourager. Donc, bon, maintenant, ceux qui sont allés décaisser, quel message ils envoient aux populations? Est-ce qu'ils attendaient cet argent pour se déployer sur le terrain? Est-ce que avec ou sans cet argent, ils auraient pu battre campagne ou pas? Donc, on peut supputer comme ça, comme on veut, mais toujours est-il que le mérite revient à ceux qui sont restés cohérents et fermes jusqu'au bout. Ils ont estimé que ce montant est insignifiant et qu'ils doivent tenir tête jusqu'au bout. Et ceux-là... Et continuer avec leur campagne. J'estime que ceux-là ont tout le mérite et toute l'admiration qui leur revient de manière légitime. Alors, vous constatez bien que la plupart de ces candidats... Pratiquement tous. Non, pas tous, quelques-uns. On grappillé un peu de sous à gauche et à droite pour préparer cette campagne. Alors, refuser également ce que l'État propose. Non, parce que ça vient de l'État. Parce que ça vient de l'État. Deuxièmement, Guy l'a si bien dit, en face, il y a 8 candidats et en face, il y a un candidat qui, justement, bénéficie pleinement des moyens de l'État, qui ne va pas faire sa campagne avec ses 15 millions de francs CFA. Qu'est-ce que ça représente véritablement pour lui, sachant que à gauche et à droite, voilà, c'est aussi la stratégie mise en place par le parti au pouvoir. Il y a eu des collectes organisées un peu partout. Voilà, d'ailleurs, plusieurs journaux l'ont repris. Tel département qui a cotisé 200 millions pour la campagne du chef de l'État, en dehors de ce que les 200 millions recherchés par Cabral Dibi. Voilà, en dehors de ce que lui-même pourrait mobiliser à titre personnel et autour de lui comme moyen. Donc, c'est finalement je sais pas, on est sur une balance tellement inéquitable et que cet accompagnement de l'État qui aurait pu relever certains candidats qui n'ont pas les mêmes moyens viennent et se présentent de façon aussi infime. Voilà, on comprend que ça va être très difficile pour certains, mais on comprend aussi que d'autres
se sont assez bien préparés. Il y a eu des levées de fonds, il y en a qui se préparent depuis plusieurs années, qui ont développé d'autres stratégies et comme on l'a si bien relevé, cette campagne électorale va coûter un minimum. Il faut prévoir un minimum de milliards de francs CFA. Un mot pour sortir également. Non, un mot pour sortir, pour simplement dire que cette attitude qui consiste à infantiliser nos partis d'opposition n'est pas très saine. Et il y en a qui malheureusement se laissent infantiliser par le régime. Aujourd'hui, nous avons besoin d'une opposition qui soit forte, qui puisse tenir tête et qui puisse être cohérent dans la démarche de Bout-Tambour. Et ce n'est pas de nature à... Alors, selon vous, tous devraient refuser Oui, si le mot d'ordre qui a été lancé était de refuser, eh bien, il fallait à mon sens que tout le monde refuse cet argent pour que le gouvernement qui est en face sente qu'il y a une réplique, qu'il y a une sorte d'harmonie et de cohésion dans la démarche. Mais quand il y a des dysfonctionnements comme ça, pas seulement autour de l'argent, on a une bonne coalition pour... Quand il y a des dysfonctionnements comme ça, quand il y a ce type de dysfonctionnement dans l'opposition, c'est que ça peut conforter des gens dans la perception qu'ils ont de l'opposition et ce n'est pas bien pour l'élection du 7 octobre. Donc, je pense qu'il y a au moins sur ce coup-là, tout le monde aurait pu être d'accord sur le fait que personne dit qu'on ne le prend pas, eh bien personne ne le prend. Ça aurait été un message fort envoyé au gouvernement. Encore ces 15 millions ne représentent rien pour quelqu'un qui veut vraiment faire une campagne électorale sérieuse. Ce montant est insignifiant. Pourquoi d'ailleurs cette difficulté à prédéfinir ou définir à l'avance un montant, le montant de cet accompagnement? Pourquoi attendre? Voilà, c'est à la tête levée comme ça qu'on décide, voilà, ça va être 15 millions de francs cette année, 7 ans après, on va donner 30 millions de francs CFA, 7 ans plus tard, on revient à 10 ou 15 millions. Donc, moi je pense que il faudrait définir tout cela dès la base. Il faudrait qu'avant de se lancer, par exemple, dans une campagne présidentielle, avant de décider même d'être candidat, qu'on sache clairement que le code électoral prévoit, par exemple, un montant clairement défini, voilà, qui va permettre aux candidats de battre campagne. Très bien. Alors, le quotidien Le Jour, qui le rappelle, des candidats refusent l'argent de la campagne et Mutation qui fait savoir que ce sont là les premiers sujets de contentieux électoral, donc à découvrir dans la plupart des cas. Puisqu'avant ce sujet, il y a eu celui de l'inéquité de la couverture de la campagne électorale par le média d'État. Et justement, la nouvelle expression a fait un titre là-dessus, communication de campagne, l'opposition menace de boycotter la CRTV. Ça peut se comprendre, puisque de ce côté-là, on s'est pratiquement gargarisé d'avoir adjoint des équipes pour suivre le président du Sénat, pour suivre le président de l'Assemblée nationale, pour suivre le président de la République et toutes ces équipes de campagne. Tout cela pour la campagne d'un candidat, alors qu'à côté, pour les autres candidats, c'est une équipe qui a été mise à disposition. Donc, on peut comprendre, une fois encore là, cette inéquité, cette injustice flagrante avec les moyens de l'État et clairement, comme le disait si bien Guy Hervé, le candidat qui va être logique avec lui-même ne devrait pas accepter cela. Très bien. Alors, non, je veux dire que c'est révoltant quand on aspire à une démocratie qui est saine. Je pense qu'aujourd'hui, quand on a la taille du RDPC, on devrait pouvoir sereinement aller aux élections sans s'encombrer de ce type de mesures qui n'est pas de nature à crédibiliser l'élection. On peut pas aller à une élection présidentielle où vous avez 13 équipes que la CRTV a mobilisées. Sur les 13 équipes, le RDPC a lui seul 5 équipes. Et dans les 5 équipes de la CRTV, vous avez une équipe qui est dédiée au président du Sénat, une équipe qui est dédiée au président, au président de l'Assemblée nationale, une autre équipe qui est dédiée aux directeurs de cabinet civil, qui eux ne sont candidats à rien. Je veux dire, de ce point de vue, on peut quand même penser que c'est assez grossier, c'est assez flagrant en termes d'inéquité. Et vous avez donc 5 équipes, sur les 13 équipes, donc 5 équipes sont dédiées au RDPC et le reste c'est pour les 8 autres candidats. Donc quand même, je crois que c'est tellement grossier que c'est même révoltant. Ça relève d'une autre époque. Ça crève l'œil et puis je crois que le RDPC n'a pas besoin de ce type de maladresse pour aller aux élections présidentielles. Et rappeler, peut-être qu'on ne le dit pas assez, c'est peut-être un exemple qui devrait faire tache d'huile en Afrique et ailleurs. Et je me souviens que le président de l'île Maurice
ou de Madagascar a dû démissionner, a dû démissionner de ses fonctions présidentielles pour se mettre au même niveau que les autres candidats avant d'aller en campagne électorale. Moi, j'ai vu au Gabon, le président on le dit pas assez, qu'il a démissionné de ses fonctions présidentielles. De se départir totalement des moyens de l'État pour aller complètement. Donc, quand on est sûr de sa force et de sa puissance, on ne prend pas un marteau ou un gourdin pour aller combattre plus faible que soi. On y va à armes égales parce qu'on est sûr de gagner, mais à cette allure-là, c'est des signes de fébrilité qui indiquent que le RDPC n'est pas sûr de sa capacité à pouvoir remporter de manière saine les élections. Et donc, de ce point de vue, c'est assez regrettable et c'est un mauvais signal pour la démocratie. Ok, nous allons sortir de l'émission dans un instant. Le temps de dire un mot sur Cameroun Tribune qui reste dans sa logique des séries de 2011 à 2018 avec le Cameroun qui avance. Cette fois, on parle d'emploi et formation professionnelle et le journal dit que c'est l'embellie. Bon, à quoi est-ce que vous seriez attendu? C'est logique, ça épouse clairement la ligne éditoriale de Cameroun Tribune. L'embellie, est-ce que ça reflète véritablement la réalité sur le terrain? Quels sont les chiffres du chômage aujourd'hui? Quels sont les chiffres de la croissance? Je pense que, voilà, très loin même de la réalité sur l'emploi, très loin de ce qui se passe effectivement sur le terrain. C'est logique pour Cameroun Tribune, mais que pense véritablement la population? Que pensent ceux-là qui devront lire? Que pensent ces chercheurs d'emploi fatigués qui ont fini par s'investir dans le secteur informel? Que pensent ces personnes d'un tel titre? Voilà, pour moi, c'est loin de la réalité. C'est aussi quelque peu insultant au regard de la réalité. Guy Hervé, et même à la une du journal Info Matin, on parle 2011-2018, Paul Biya gagne le pari de l'eau et de l'électricité. Il manquait l'anecdote pour qu'on soit complet, pour avoir la Sainte Trinité. Et là, on aura obtenu un bon chorus. Donc, je pense que j'ai le sentiment que peut-être ils ont le même rédacteur en chef parce que c'est assez insultant pour les Camerounais qui ont donné de leur vie pour que ce pays ait pour les Camerounais une vie plus décente, une meilleure qualité de vie. Figurez-vous, on ne peut pas tenir ce genre de propos où 60 ans après les indépendances, on en est encore aux ambitions. Je pense qu'on a 60 ans. En principe, on n'a plus des ambitions. On a fait le bilan de sa vie et on compte ce qu'on a réalisé. Si 60 ans après les indépendances, on n'est pas capable d'organiser une CAN, alors que la dernière CAN a eu lieu en 72, on n'est pas capable de construire les stades, ça veut dire qu'on a énormément reculé. Si en 60 ans d'indépendance, on a une activité économique qui est à 90% dans l'informel, ça veut dire que l'État a échoué sur tous les plans. Si après 60 ans d'indépendance, on est dans un pays qui a reculé sur tous les plans. D'ailleurs, je raconte une anecdote que j'ai vécue je crois qu'hier, il y a plein, contrairement à ce que les gens pensent, il y a beaucoup de gens d'étrangers qui sont en train de revenir pour les élections au Cameroun. Et donc j'accompagne quelqu'un ici dans un quartier dans la 3e qui s'appelle Dakar, je crois. Alors il me racontait qu'il est parti du Cameroun il y a 30 ans. Et qu'à l'époque, il partait de Konsamba, et le goudron arrivait jusqu'à chez lui. Mais aujourd'hui, la route, on a pris un 4x4, on a eu 2 crevaisons en route. Il n'en revenait pas, mais quand il était plus jeune, il prenait la voiture en Konsamba, la voiture lui laissait devant sa maison. Et on déchargeait là-bas. Aujourd'hui, même la moto a de la peine à circuler sur cette ruelle. Il est totalement révolté. Donc il y a ce type d'incongruité qui indique clairement que ce pays a de manière considérable progressé, on n'a pas avancé. Aujourd'hui, la Malaisie est venue au Cameroun chercher les plants d'huile de palme ici à Yaoundé, à l'Irak. Aujourd'hui, la Malaisie est un des plus grands producteurs d'huile de palme au monde. Alors que c'est ici qu'ils ont pris les intrants, ils ont plutôt les ingrédients ici. Mais aujourd'hui, on a l'impression qu'on a des gouvernants maudits, on a un pays maudit où on ne peut rien faire de considérable. Je ne vous travaille pas un secret. Et la presse réussit quand même à trouver des embellies. Je ne travaille pas un secret en vous disant qu'il y a dans les années 50, les pays comme la Chine, les pays du BRIC venaient demander de l'aide au Cameroun. Nous venions en aide. Et ça, des riz qu'on sort partir du Cameroun pour les pays de l'Asie. Aujourd'hui, on va en Chine demander 1,5 milliard pour le plan d'assistance, alors qu'il y a 5 ans, 60 ans, c'est nous qui le venions en aide. Non, vraiment, honnêtement, ça veut dire que ce pays a fondamentalement reculé. On n'a pas avancé. Le titre de Info Matin est
encore plus, bon, je ne vais pas utiliser de qualificatif, mais c'est terrible tout de même qu'on dise qu'on a gagné le pari de l'eau et de l'électricité et que on se rende compte que moins de 30% des ménages ont accès véritablement à l'eau potable dans notre pays, qu'on se rende compte que l'électricité est encore un luxe pour de nombreuses localités dans notre pays, ceci contrastant avec le potentiel hydraulique de notre pays tout de même, mais qu'on nous placâtre un titre de la sorte 2011-2018, le pari de l'électricité, de l'eau gagné. Voilà, j'ai envie de voir la réaction des populations de l'extrême nord qui parcourent parfois 50 à 60 km pour aller s'approvisionner en eau potable. C'est une interrogation. J'ai envie de voir la réaction des populations. Il a évoqué Konsamba, pourquoi ne pas rester là-bas, qui passe parfois 3 jours, 1 semaine, 2 semaines dans le noir. Voilà le pari gagné de l'eau, voilà le pari gagné de l'électricité. Bon, peut-être que les gens vont dire que c'est pas si un Konsamba. Moi, je connais les gens des quartiers ici en plein Douala, où les enfants qui sont nés n'ont jamais vu l'eau couler du robinet, jamais. Parce que aujourd'hui, non, parce que les populations se sont organisées pour ne consommer que l'eau du forage. Parce que l'eau n'y coule pas. C'est le palliatif. C'est le palliatif, il n'y a pas de... Ils n'ont jamais forage, c'est le forage, c'est-à-dire des que sources. Pour eux, l'eau qui coule du robinet, c'est... Je veux dire que c'est totalement... C'est un luxe, c'est un luxe. Vous avez les quartiers ici qui n'ont jamais vu l'eau, jamais. Ou parfois ils vont se lever à 4 heures, 5 heures, où l'eau va couler à peine 1 heure ou 2 heures, et puis c'est terminé pour toute la journée. Voilà. Là, c'est aussi le pari gagné. De quel pari ils ont trouvé un peu d'eau. Et lorsque vous avez fini les commentaires sur ce plateau, les lecteurs vont également faire à leur tour des commentaires aussi, parce qu'ils vont aller dans les kiosques se procurer ces tabloïds et lire et faire également des commentaires. Merci à vous, chers messieurs. Bon retour à vos différentes rédactions. Demain, ce sera la dernière de la semaine, je voulais dire la dernière édition. Absolument. Absolument. Bonne journée à tous. Au revoir.